Donc, concernant... Stop, maintenant on arrête de parler. Concernant Victor Hugo, qu'est-ce que vous avez mis comme information importante? Là, je vais mettre des petits plus. Hop là. Ah, ça y est. C'est bizarre, il y a plein de mains qui se lèvent d'un coup. Merci. Alors, hop. Lauric, je vous écoute. Il est né le 28 février 1802 à Besançon. D'accord, donc peu importe que ce soit, en fait, moi je veux que vous reteniez qu'il est né en 1802. D'accord? Alors qu'il soit né à Besançon, tant mieux, grand bien lui fasse, mais en tout cas, il me semble que la date de naissance d'un auteur, c'est absolument essentiel. Donc 1802, il naît. Il est le troisième et le dernier fils de ses parents. Il a eu comme frères Abel et Eugène, qui ont fini d'ailleurs tous les deux leur vie de manière assez compliquée. Alors, concernant son père, est-ce que vous avez relevé quelque chose, Patrick? Son père, il est officier impérial, puis il devient comte, puis général, puis roi Joseph. D'accord, donc il est général d'Empire, c'est-à-dire qu'il est général sous Napoléon Ier. Donc ça, c'est important de le dire, parce que... Vous attendez? D'accord. C'est important de le dire parce que Victor Hugo va complètement idéaliser la figure de Napoléon Ier, parce que il va perdre malheureusement son père très jeune, comme vous l'avez vu. Et Napoléon Ier, pour lui, ça sera vraiment le modèle de super-héros, en quelque sorte. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Ensuite, alors concernant toujours son père, Mohamed. Il s'appelle Léopold Hugo. Oui, alors ça c'est bien, je suis contente pour lui. Oui. Il est mort en 1843. 1828. Le mort de Léopoldine est mort en 1843. Non mais Léopoldine, c'est sa fille. Je parle de sa fille, alors elle est morte en 1843. Oui, son père meurt en... Oui. 1828. Donc ça c'est aussi important puisqu'il perd son père assez jeune. Sa mère, elle meurt avant. 21. Donc concernant son père, on est d'accord, il est général d'Empire, il est mort en 1827. Pardon, en 28, excusez-moi. Oh là là, c'est moi qui me trompe. Donc 1828, il est mort. Ensuite, maintenant je parle de sa mère. Alors, sa mère, Vince. Sa mère meurt en 1821. Alors, avant de mourir, elle va faire quelque chose qui n'est pas très très bien. Elle va tromper son père. Elle va tromper son père, effectivement. Donc, oui, enfin son mari. Donc, oui, exactement, tel père, tel fils. Oui. Il y a aussi un autre truc, Victor Hugo est déçu qu'il ne pourra pas montrer à sa mère qu'il est devenu un grand écrivain. Oui, qu'il est devenu un grand écrivain. Oui. Alors, attendez, déjà je commence par... Stop. Je commence par le fait qu'effectivement, à partir de 1804, c'est-à-dire alors que Victor Hugo n'a que 2 ans, sa mère a déjà une relation adultère avec alors, un homme, je ne sais pas si vous avez noté son nom, il s'appelle le général Lahorie, L-A-H-O-R-I-E, et lui, il est contre Napoléon Ier. Donc vous avez un papa, vous avez un père qui est à fond pour Napoléon Ier, et vous avez l'amant de la mère qui est opposée à l'empereur, et son amant complote contre Napoléon Ier. Alors ensuite, une date importante, Loane. 18 juin 1815, Victor Hugo s'est tourné vers l'écriture.
Alors oui, je vais peut-être... alors, je vais vous dire une date importante. Mais c'est incroyable, vous coupez la parole à tout le monde là. Alors, Arche, je vous écoute. 18 juin 1915, il y a eu la bataille de Waterloo et défaite de l'armée de Napoléon. D'accord, donc ça on en reparlera un petit peu plus tard. Mohamed? Elle est née en 1772 et elle meurt en 1821. D'accord, donc pour la mère, on peut noter effectivement qu'elle meurt en 1821. Donc là aussi, vous voyez qu'elle meurt jeune. Sa mère meurt plus tôt que son père, effectivement. Alors, chose qui m'intéresse, comme son père est général d'Empire... Ah bah alors allez-y. Le 2 décembre 1851, le coup d'État. Oula! On est loin. Il y a peut-être des choses importantes à dire avant. Alors, stop, attendez, 30 secondes. Une date importante, notamment dans la perspective de Ruy Blas, c'est que, comme je le disais, son père, général d'Empire, est amené à beaucoup voyager partout en Europe. Et il y a une date qui est importante, c'est 1808. En 1808, son père est appelé à Madrid, en Espagne, et donc toute la famille les suit. Et c'est pour ça qu'il va écrire plein de livres qui sont d'inspiration espagnole, parce qu'il va être, bon, il a 6 ans à l'époque, et il va être particulièrement marqué par ce voyage en Espagne. Et il va écrire un autre drame en 1830, un autre drame romantique qui fera date, et ce sera aussi une date à retenir, une pièce qui s'appelle Hernani, avec un H. Et en fait, il existe un village espagnol qui s'appelle Hernani, mais sans H. Donc c'est important, 1808, de noter qu'il fait un voyage en Espagne qui va beaucoup le marquer. À l'occasion de ce voyage également, il va traverser un village où il va voir un condamné à mort se faire exécuter. Ça aussi, ça va beaucoup le marquer. Et on va retrouver cette condamnation de la peine de mort dans des ouvrages comme Le dernier jour d'un condamné ou Claude Gueux, que vous connaissez peut-être. Oui. Au tout début, Victor jette Chateaubriand. Ah oui. Ça veut dire quoi? Alors, vous savez que, en fait, il y a eu 2 grandes époques romantiques. En gros, la première époque qui correspond au règne de Napoléon Ier, donc entre 1801, disons, et 1815, c'est ce qu'on appelle le premier romantisme. Et dans le premier romantisme, on le verra dans la fiche mémo, dans le premier romantisme, le grand auteur, c'est Chateaubriand. C'est lui la référence, le modèle romantique. Et donc, Victor Hugo dit, et c'est une citation qui est célèbre, « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est-à-dire qu'il veut être l'égal du maître ou rien du tout. Il veut être le meilleur. Et effectivement, dans le deuxième romantisme, donc entre les années 1815 et 1848, on va dire, il sera le maître incontestable du mouvement romantique. Donc il aura réussi à égaler et même à dépasser Chateaubriand parce qu'on connaît sans doute beaucoup plus de textes de Victor Hugo que de textes de Chateaubriand à notre époque. La date suivante, c'est 1809. Pourquoi elle m'intéresse ? Parce que à cette date-là, il va emménager à Paris. Jusqu'ici, on avait dit, il était à Besançon, il a voyagé, etc. Et il va emménager à Paris. Et il va, en emménageant à Paris, subir en quelque sorte la présence de l'amant de sa mère, parce que sa mère cache en 1809, puisqu'on a dit qu'il complotait contre l'empereur, on est toujours sous l'Empire, le Premier Empire, et donc le général Lahorie, elle va le cacher dans leur maison parisienne, il est poursuivi par la police de l'empereur et il va finir par être arrêté. Donc fin de la liaison entre la mère et le général Lahorie. Mais il faut quand même imaginer que Victor Hugo
qui a donc à l'époque 7 ans, se rend bien compte que sa mère vit avec un homme qui n'est pas son père, qu'elle cache en plus. Il est toujours en vadrouille, il est toujours en train de vadrouiller à travers l'Europe avec, vous savez que Napoléon a mené énormément de batailles, et donc il est toujours aux côtés de Napoléon. Alors il y a encore à nouveau un nouveau voyage en Espagne. Finalement, après l'arrestation de Lahorie, la mère rejoint son mari en Espagne et les parents se déchirent et ça se termine par un divorce. C'est la Sophie qui demande, la mère donc, qui demande le divorce. En 1812, elle rentre à Paris avec ses enfants et elle assiste à l'exécution de son amant, le général Lahorie, qui est exécuté à cette date-là. Pardon ? Ah oui, oui, si, il voyage aussi à Naples. Mais je vous dis, je marque que les dates vraiment, vraiment importantes. Oui. Ça existait le divorce à cette époque? Alors oui, ça existait, le divorce à cette époque, en particulier le divorce pour faute. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est elle qui demande le divorce et non pas lui, parce que c'est elle qui, à ce moment-là, est dans la faute, quoi, hein, puisqu'elle le trompe depuis plusieurs années. Enfin, une dizaine d'années, quasiment. Alors, date qui m'intéresse aussi, est-ce que vous avez noté avec qui va rencontrer, qui va être la femme, l'épouse de Victor Hugo? Alors, je n'ai pas interrogé, là je vous ai tous interrogés. Alex. Voilà. Et donc, Adèle Fouché, il la rencontre en 1813. Dès 1813, c'est-à-dire qu'il a 11 ans. D'accord ? Il a 11 ans et donc sa mère, avec les 3 enfants, vont s'installer près, donc toujours à Paris, hein, près de la famille Fouché, qui sont des amis de longue date, en fait. Donc c'est leurs voisins. Et leur fille, qui s'appelle Adèle, et qui a 1 an de moins que Victor Hugo. Bon, ils sont tout jeunes, hein, on est d'accord, hein, ils ont 10 et 11 ans, mais ça va être leur premier amour, en quelque sorte. Oui. Adèle Fouché, il fait partie de la famille de Nicolas Fouché? Ah non, c'est une autre famille. Bon, Fouché, vous savez, c'est un nom assez commun. Alors ensuite, vous avez effectivement noté la date où il vous laisse lancer en littérature. Ou alors, la date exacte, non, l'année. 1815. Effectivement, 1815, c'est une date importante. Il va écrire ses premiers poèmes. Et en 1816, il va intégrer le lycée Louis-le-Grand, qui est toujours un lycée extrêmement prestigieux, un lycée parisien, toujours très prestigieux. Victor Hugo est un élève brillant et qui a une grande ambition, donc cette fameuse ambition, je veux être Chateaubriand ou rien. Oui. C'est à quelle date, madame? 1815. 1815, il commence à écrire. L'année d'après, il intègre le lycée Louis-le-Grand et effectivement, c'est un élève, contrairement à Émile Zola, dont on a dit c'était très compliqué, il avait raté son bac, les études ça avait été compliqué, etc. Lui, Victor Hugo, c'est un élève brillant, il a une grande ambition, comme l'a dit tout à l'heure Vince, c'est je veux être Chateaubriand ou rien. Je veux être le meilleur, le modèle, ou rien du tout. Oui. Après, il a eu le bac ou pas? Ah oui. Oui, oui. Je ne sais pas quelle mention il a eu. Je sais qu'il a eu une mention, mais je ne sais plus j'ai pas retenu laquelle. Alors, à savoir aussi mais là c'est pour la petite histoire, c'est pas à noter. Mais en 1817, donc il a à cette époque 15 ans, il y a un concours de poésie qui est organisé par l'Académie française et il est à 2 doigts de gagner le prix, le premier prix. Mais le titre de son roman, de son poème, qui s'intitule « Le siècle avait 2 ans », ce siècle avait 2 ans quand il est né, en fait, montre au jury qu'il n'a que 15 ans quand il écrit ce poème. Et le jury est persuadé, en fait, que Victor Hugo a triché et s'est attribué que c'est pas possible qu'un élève de 15 ans ait écrit un poème comme ça.
Et donc, il va, comme à cause du titre qui suggère son trop jeune âge, l'Académie pense à un canular et donc il n'obtient pas le premier prix alors qu'il est bien l'auteur de cette poésie. Donc il sera extrêmement frustré par l'Académie française et il n'aura de cesse finalement tout au long de sa carrière d'intégrer cette Académie française qu'il a à 15 ans repoussée au titre du fait qu'il aurait triché. Alors, après ses études à Louis le Grand, il va commencer... Est-ce que vous avez retenu le type d'études dans lesquelles il se lance? Ça peut avoir son importance parce que ça explique sa carrière politique. Peu importe la date, là. Oui? École de romantique. Non, alors, ça, c'est son mouvement littéraire. La matière qu'il étudie après le bac. Oui. Non. Il n'est pas du tout lancé dans des études littéraires. Pas du tout. Des études de droit. Oui, donc ça, notez-le, c'est important. Il débute des études de droit. C'est ce qui va expliquer pourquoi, d'ailleurs, il va par la suite se lancer en politique et devenir député puis sénateur. Alors attendez, pour l'instant, on n'en est pas déjà. On continue tranquillement. Donc, en 1819, donc cette fois, il a 17 ans, mais là aussi, ce n'est pas la peine de le noter, c'est juste pour rappel. Il obtient donc à 17 ans sa première récompense pour la poésie et la liaison avec Adèle Fouché, donc, qui a 16 ans à l'époque et lui donc 17, commence. Sauf que cette liaison, la mère de Victor Hugo ne veut pas en entendre parler. Et donc, il est obligé de se cacher. Il sympathise très vite avec tous les grands noms de la littérature de l'époque, avec Chateaubriand, Lamartine, Vigny. Et donc, ses études de droit, il va plus ou moins les abandonner en cours de route parce qu'il va être pris dans l'ébullition littéraire de cette époque-là, donc dans ce premier romantisme. Ensuite, à partir de la mort de sa mère, on l'a noté 1821, il peut reprendre officiellement sa liaison avec Adèle Fouché et en 1822, il va se marier avec elle. Donc ça, c'est important, 1822, mariage de Victor Hugo et de Adèle Fouché. Alors, il ne va pas avoir de chance, Victor Hugo, avec ses enfants, parce que le premier enfant qu'il a, dès 1822, meurt. Donc, peu importe, enfin, entre guillemets, je dirais, c'est méchant ce que je dis, mais peu importe, puisque de toute façon, il n'apparaîtra pas. Donc, il meurt. Il n'a pas de chance non plus avec ses frères. Vous vous souvenez, il a 2 frères aînés. Il y a son frère juste avant lui qui part en hôpital psychiatrique. Ensuite, il a une première fille qui va naître et qui va avoir une importance considérable parce qu'elle aussi va mourir très jeune, c'est Léopoldine. Donc en 1824, c'est la naissance de Léopoldine. Alors ensuite, il continue à écrire, bien évidemment, principalement de la poésie. Il a un fils, Charles, qui naît aussi. En 1827, il commence à vraiment s'imposer comme le chef de ce qu'on appelle le chef de file, c'est-à-dire le leader, en quelque sorte, si vous préférez, du mouvement romantique. En 1828, donc, on a noté la mort de son père, naissance de son 3e enfant qui s'appelle François-Victor. En 1829 paraissent à nouveau de la poésie, les orientales, mais aussi Le dernier jour d'un condamné, que vous connaissez sans doute. Et en 1830, date importante aussi bien pour Victor Hugo que pour sa vie, que pour l'œuvre et pour tout le 19e siècle littéraire. En 1830, donc, écrit la pièce Drame romantique Hernani, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une date qui fait date dans la littérature. Alors, pourquoi est-ce que vous avez compris pourquoi Hernani, c'était vraiment, et 1830, c'était une date très importante pour la carrière et pour l'histoire littéraire de l'époque?
Le film vous en parlait, hein. Enfin, le film. La petite infographie vous en parlait, non? Oui. Il va rencontrer Juliette Drouet. Alors, d'un point de vue personnel, effectivement, il va rencontrer cette Juliette Drouet qui va être sa maîtresse pendant près de 50 ans. Quand même. Bon, il en aura d'autres, hein. Mais voilà. Mais Juliette Drouet, en tout cas, sera sa maîtresse, entre guillemets, plus ou moins officielle pendant 50 ans. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan littéraire, donc, le drame romantique Hernani va donner lieu à ce qu'on a appelé, entre guillemets, la bataille d'Hernani. Alors, cette bataille, ce n'est pas une bataille au sens militaire, c'est une bataille au sens littéraire, et elle va voir s'opposer les jeunes romantiques à tous les vieux classiques. On aura l'occasion d'en reparler en travaillant sur la préface de Ruy Blas. Donc en 1830, la bataille d'Hernani, c'est l'opposition entre la jeune génération romantique et les vieux chauves classiques. Donc ça, très très important. 1800. Pardon ? Il va être souvent. Et notamment dans Ruy Blas. Ruy Blas va être souvent censuré. Alors, en 1830, naît encore un de ses enfants, Adèle. Il continue sa carrière littéraire avec, par exemple, Notre-Dame de Paris, Lucrèce Borgia. En 1837, son frère, vous vous souvenez, il y avait un frère qui avait été interné en hôpital psychiatrique, il meurt. En 1838, donc date importante que vous devez retenir puisque c'est la date de notre pièce, c'est Ruy Blas. Alors, donc 1838, Ruy Blas. Donc désormais, quand je mettrai RB souligné, ça sera le titre, Ruy Blas. Si je mets RB simplement pas souligné, c'est le personnage. Donc Ruy Blas, c'est un grand succès public, mais grosse critique par la presse. On aura l'occasion d'en reparler quand on travaillera sur la préface de Ruy Blas. Donc vraiment un très très grand succès auprès du public, mais la presse, les critiques vont être très méchantes vis-à-vis de cette pièce. Oui. C'est comme Thérèse Raquin, il a été comme... Exactement, oui. Alors pas pour les mêmes raisons, mais la critique l'a détruit. Ensuite, il continue sa carrière littéraire. En 1841, alors là c'est la consécration pour lui puisqu'il est élu à l'Académie française. Cette même Académie française qui lui avait refusé son premier titre de poète. Donc 1841, élection à l'Académie française. Deux ans après, une date fatidique. Mohamed. Oui, Léopoldine meurt. Et alors, c'est d'autant plus tragique. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je mets des plus là aux endroits où il ne faut pas. Donc, Léopoldine, sa première fille, meurt. Elle est toute jeune, elle vient de se marier. Elle vient de se marier et elle fait une balade sur la Seine avec son époux. Et il se passe, comme il se passe finalement avec Camille, enfin c'est pas un meurtre, mais la barque chavire et ils meurent tous les deux noyés. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, finalement, il y avait peu de gens qui savaient nager. Vous me direz, c'est un peu stupide de s'embarquer sur une barque alors qu'on ne sait pas nager, mais voilà, beaucoup de gens allaient faire du bateau, de la barque. Oui, vous voulez nous faire part de ce que vous avez à dire ? D'accord. Donc, beaucoup de gens ne savaient pas nager. Aujourd'hui, on apprend à l'école primaire, il y a des cours de natation, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, tous les deux se noient et ça va être vraiment dramatique pour Victor Hugo parce que c'est la mort de son enfant, sa première fille, c'était son enfant préféré. Et donc, cette noyade va être vraiment un moment tragique pour lui. Alors ensuite,
Il a alors d'autres liaisons. Alors, par exemple, une liaison avec une certaine Léonie Briard. Il est pris en flagrant délit d'adultère. À l'époque, l'adultère, c'est un crime. Il aurait dû se retrouver en prison. Mais comme le roi intervient, il échappe au procès et il n'est pas mis en prison. Oui. Parce que je vais vous dire, parce que c'était un homme. Et parce que c'était un homme, on était plus clément. Ça aurait été une femme, ça se serait très mal passé. La femme, au contraire de Victor Hugo, la femme devait être extrêmement discrète si elle voulait avoir un amant. Alors je continue un petit peu. En 1848, il est élu député. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que ça montre qu'il se lance vraiment dans une carrière politique. Donc il est député à l'Assemblée. Oui. Il devient pair de France aussi en 1945. Vous avez raison. Alors, ce qui est assez bizarre dans le parcours politique de Victor Hugo, c'est que au départ, il serait, si vous voulez, à droite. Hein, vous savez, aujourd'hui, la droite, la gauche. Au départ, il serait plutôt à droite, il serait plutôt conservateur. Et puis, à partir de 1848, dans les années 49-50, il va progressivement s'écarter, s'éloigner des valeurs de droite des valeurs conservatrices, pour s'orienter plutôt vers la gauche et pour des valeurs plus de liberté, plus d'égalité, de reconnaissance du peuple et de la valeur du peuple, en quelque sorte. Donc progressivement, il va passer dans l'opposition, donc dans les républicains, dans le camp républicain. Et au moment où Louis-Napoléon Bonaparte va en 1851 faire le coup d'État, Victor Hugo va être dénoncé comme quelqu'un qui voulait empêcher ce coup d'État. Il est recherché par la police et il doit quitter Paris. Donc ça, 1851, la date du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, dénoncé par Victor Hugo, qui doit partir en exil. Alors il va d'abord à Bruxelles, mais on va voir que Bruxelles, ce n'est pas forcément le plus important. Donc 1851, il est opposé au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et il doit s'exiler. Alors, il va s'exiler en particulier dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. Hein, ces îles qui sont à la frontière entre la France et l'Angleterre. C'est pour ça qu'on les appelle anglo-normandes, elles sont dans la Manche. Donc Jersey, Guernesey. Alors, l'exil ne va pas l'empêcher d'écrire. Hein. Il va continuer à écrire, il va écrire les Châtiments, il va écrire les Contemplations, les Misérables, des pièces de théâtre encore. En 1868, sa femme, Adèle, va mourir, donc il va pouvoir avoir une relation plus tranquille finalement avec sa maîtresse. Est-ce que vous avez noté quand est-ce qu'il rentre à Paris ? Voilà, en 1870, au moment où Napoléon III tombe, c'est la fin du Second Empire, Hugo rentre à Paris et il est acclamé par la foule. Donc 1870, date importante, hein, retour de Victor Hugo à Paris, il est acclamé par la foule. C'est un héros, voilà, il apparaît vraiment comme un héros. Oui, 1870. Alors ensuite, il a pas de chance parce que, vous vous souvenez, son frère avait été interné en hôpital psychiatrique. Quelques années plus tard, c'est sa fille, Adèle, la deuxième fille, qui est internée en hôpital psychiatrique. Ensuite, il y a son fils, son premier fils, qui va mourir. En 1883, ça va être Juliette Drouet qui va mourir. Alors, il y a quand même une chose positive dans ces années-là, c'est qu'en 1876, il est élu sénateur. Vous vous souvenez qu'il était député, maintenant il va être élu sénateur en 1976. Et puis la dernière date qu'il faut retenir, évidemment, 1885. Pourquoi ? Parce que c'est la date de sa mort. Donc 1885.
Il n'a pas eu? Oui, 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 tout à fait. Alors, il a eu... alors, moi, je garde 1885. Oui, effectivement, 83 ans, c'est pas mal pour l'époque. Hein. Donc, il meurt à Paris et il a droit à des funérailles nationales. Et il y a près de 2 millions de personnes qui se déplacent pour ces funérailles à Paris. Et il est enterré au Panthéon. Au Panthéon. C'est là l'endroit où les cendres de Napoléon Ier ont été mises aussi, enfin l'endroit où on enterre tous les grands hommes de la patrie, entre guillemets. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas non plus 36 000 dates à retenir, mais il y a quand même des éléments qui sont importants, aussi bien pour sa vie personnelle que pour sa vie littéraire et politique. Oui. Alors, père de France, ça veut dire, c'est simplement une décoration, entre guillemets. Vous savez, vous avez un petit écusson qui dit que vous êtes reconnu comme quelqu'un d'important pour la patrie, tout simplement. Pardon ? Ah non, il y en a plusieurs, plein. C'est comme quand vous êtes décoré de la Légion d'honneur, si vous voulez. Hein, voilà, il y a plein de gens qui sont nommés père de France. Oui. Ah non, pas forcément. Vous pouvez... Ah bah non. Heureusement, vous pouvez obtenir la Légion d'honneur alors que vous êtes encore en vie. Alors, bah oui, ce que je trouve assez stupide d'ailleurs, parce que vu qu'ils sont morts de toute façon, qu'ils aient la Légion d'honneur, ils s'en fichent un peu vu qu'ils sont morts. Hein. Donc bon, enfin bref, moi je trouve qu'il faut effectivement plutôt récompenser ceux qui sont encore vivants de la Légion d'honneur. S'il y a quand même certaines... je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un jeune homme, enfin quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et ben il a été décoré lui aussi de la Légion d'honneur. Et il est toujours en vie, à ce que je cherche. Hein. Bien, alors, on va passer maintenant dans les 10 minutes qui restent, donc à nous intéresser à cette fameuse couverture de Ruy Blas. Donc, alors, déjà, bon, en gros, le nom de l'auteur, logique. Le titre Ruy Blas, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça peut faire référence? On dirait une pièce de théâtre un peu hispanique. Alors, effectivement, ça renvoie à un nom espagnol. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que c'est l'association en fait entre deux choses qui sont deux titres qui seront contraires. Pourquoi? Parce que le titre, c'est le titre qui porte le nom du personnage principal. Et dans ce titre, donc, il y a Ruy et Blas. Ruy, en général, est associé à un nom noble. Par exemple, dans la pièce Hernani, donc qui est aussi une pièce de Victor Hugo, hein, je le rappelle, vous avez un personnage qui s'appelle Don Ruy Gomez. Et le don vous montre qu'il est noble. D'accord? Donc Ruy, c'est généralement associé à un nom noble. Blas, au contraire, c'est associé à un nom du peuple. Peut-être montrer qu'il est ni du peuple ni... Bah, il est du peuple et en même temps il va accéder à la noblesse et en même temps il aura un problème par rapport à son identité finalement. Où est-ce qu'il se situe dans tout ça? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le peuple? Est-ce qu'il est dans la noblesse? Donc on va avoir une question. Donc on va avoir une question prédominante qu'on a aussi en 1830 dans Hernani, c'est la question de l'identité. Quelle est l'identité de ce personnage? Non, pas Victor Hugo, l'identité de Victor Hugo, on la connaît. Quelle est l'identité de ce personnage? Est-ce que ce personnage, il est complètement du peuple? Est-ce qu'il est complètement de la noblesse? Est-ce qu'il est entre les deux? Est-ce qu'il ne sait pas comment se situer? Est-ce que son statut va changer à un moment ou à un autre de la pièce? Bref, pas mal de questions. Et en tout cas, un nom à consonance
Espagnol. Donc rien d'étonnant à cela, puisque comme je vous l'ai dit, Victor Hugo a voyagé et a même vécu pendant un temps en Espagne. Alors ensuite, présentation par Sylvain Léda. Alors présentation par Sylvain Léda. Sylvain Léda, j'ai eu l'occasion de l'entendre en conférence. C'est le spécialiste de Victor Hugo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, vu que je vous dis que j'ai eu l'occasion de l'entendre en séminaire, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui est plus vieux que moi, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus un vieux croulant de 90 ans, hein, il a, je sais pas, une cinquantaine d'années peut-être, et il est reconnu dans le monde de la critique littéraire comme étant vraiment le spécialiste de Victor Hugo, et plus particulièrement des pièces de théâtre de Victor Hugo. Et ensuite, vous avez donc l'image. Alors, sur cette image, que pouvons-nous voir et comment pouvons-nous l'interpréter? Alors, H. On peut voir une reine Alors, à quoi est-ce qu'on voit que c'est une reine? avec sa couronne, La couronne, d'accord. un bourgeois. Et quelqu'un qui parle, alors un bourgeois, pas tout à fait. En fait, le personnage qui est à côté d'elle porte une tenue de valet. C'est un domestique. D'accord. Cette reine, quelle couleur? Rouge, non, blanc. Ah ben non, blanc. La robe est blanche. À quoi on associe la blancheur? La paix. La paix, la pureté. Effectivement, hein, c'est une reine qui va être pure. Et puis, il y a quand même quelque chose d'intriguant dans cette couverture. Oui. Alors oui, il est vert foncé en réalité. Il n'est pas noir, il est vert foncé. Et donc cette main, elle semble les contrôler, tenir entre ses mains le destin de ces deux personnages. D'accord? Donc, ah bah justement, on va le voir. Alors, on a donc deux personnages. Une reine. CF couronne. Habillée de blanc. Donc, synonyme de pureté. Hein, toujours le blanc, c'est la pureté, la virginité. Un domestique en tenue de valet. Alors, la tenue de valet, c'est ce qu'on appelle une livrée. Donc, vous allez trouver souvent ce terme dans le récit, enfin dans la pièce, pardon. Donc, la livrée, c'est le costume d'un domestique, d'un valet. Ce valet, peut-être, oui. C'est quoi un valet? Pardon? C'est quoi un valet? Un domestique. Et c'est-à-dire un domestique. Bah, Il fait ce que tu veux. un domestique, quoi. C'est pas un esclave parce qu'il est payé, mais c'est quelqu'un qui est là pour obéir à tes désirs, à ce que tu veux. Chose qu'on peut remarquer, c'est que ce domestique, il est légèrement en retrait par rapport à la reine. Pourquoi? Bah parce que c'est un inférieur. Hein. Et puis donc, une main avec un gant vert foncé. Et sur la couverture, il est vert foncé. Alors oui, ouais, mais effectivement, ça se voit pas bien, mais regardez, en fait, ici, on va du reflet vert. Vous voyez les reflets vert foncé. Effectivement. Qui tient les deux personnages. C'est la reine de Charles II. Ils sont, en quelque sorte, contrôlés par une force
plus puissante et inquiétante. Parce que finalement, le personnage qui a cette main, on ne le voit pas, on voit juste sa main. Mais on voit, ils sont dont Salluste. Donc ils sont entre ses mains. Alors, comme ça va sonner, je vais arrêter la vidéo YouTube ici. Je prends en photo pour le mettre sur le groupe WhatsApp ce qu'on a noté sur la couverture. Et donc, à partir de la semaine prochaine, vous avez dans votre sac, à tous les cours, le livre, de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler dessus de manière intelligente. Pardon ? Oui, non, mais je dis à partir de la semaine prochaine. D'accord ? Voilà, donc fin de la vidéo, et donc n'oubliez pas votre livre pour ceux qui sont dans le groupe 1 à partir de la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.